qui va traiter de l'éthique en microscopie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme modification d'une image maintenant qu'on travaille avec des images qui sont digitales? Il est très facile de modifier une image et il y a des limitations à ce qu'on peut faire. Comment générer une figure et notamment une belle figure? Quoi faire aussi pour ne pas se générer des figures qui sont difficiles à lire ou affreuses? Et comment rédiger les matériels et méthodes. Je pense que cette séance va conclure l'atelier de microscopie et vous aurez en main toutes les clés pour utiliser les microscopes, traiter vos résultats et les présenter de façon adéquate. L'équipe toujours derrière cet atelier est composée d'Aurélie, d'Emmanuel, André et moi-même de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, en éthique, en microscopie, il y a des obligations, des choses que l'on doit faire. Puis après, il y a des pratiques qui sont interdites et d'autres qui sont autorisées. Et on va discuter ces trois points aujourd'hui. Les obligations sont la responsabilité des données. En tant qu'auteur d'un article scientifique, vous êtes responsable des données que vous publiez. Vous êtes responsable des images, des analyses et des conclusions qui en sont tirées. Et il y a une recrudescence de fraude aux articles scientifiques. Et il y a beaucoup plus de gens maintenant qui travaillent à détecter les problèmes de conduite scientifique, les problèmes d'éthique en conduite scientifique. Mais ultimement, c'est vous qui êtes responsable en tant que personne qui génère les données. C'est vous qui êtes responsable de ces données-là. Vous êtes aussi dans l'obligation de conserver les données originales, celles qui proviennent de l'instrument sans modification, avec les métadonnées de l'instrument et de l'expérience. C'était un enjeu dans le passé où il était difficile en fait de stocker ces données-là. Maintenant, il n'y a plus d'enjeu de stockage. Stockage des données, c'est quelque chose d'assez robuste. Donc, conserver les données originales, ça ne doit pas être un problème et ça doit être fait en tout temps. Il y a même des répertoires où on peut déposer ces données en ligne et elles seront stockées et ensuite il suffit de faire un lien dans la publication vers les données originales. Ensuite, il y a un devoir, une obligation de traçabilité de l'image vers les données, mais aussi des données vers l'image. Quand je vous ai présenté tout à l'heure la méthode d'analyse, j'ai été capable de quantifier plusieurs images et d'identifier les images qui étaient avec l'intensité moyenne la plus élevée. Ça me donne une traçabilité des données de l'image vers les données, puis des données vers l'image. Ça, c'est un lien important. Vous ne pouvez pas publier un article sans savoir d'où viennent les données ou sans être capable de retrouver les données d'une figure particulière. Finalement, les données doivent être disponibles. Les données brutes et analysées doivent être disponibles sur demande ou dans un registre en ligne. Et ça fait partie des obligations scientifiques maintenant euh, lorsqu'on publie des articles. Maintenant, il y a des pratiques autorisées et des pratiques interdites. Les pratiques autorisées, ajustement de la luminosité et du contraste. Comme je vous l'ai dit, l'œil humain n'est pas forcément euh, le meilleur outil pour apprécier les images de microscopie moderne. Et donc, ajuster la luminosité et le contraste, c'est nécessaire euh, pour visualiser ces images. Faire des ajustements non linéaires, c'est possible aussi, c'est autorisé. Euh, Traiter toutes les conditions de façon identique, toutes les conditions expérimentales. Si vous ajustez la luminosité, le contraste sur votre contrôle, ça doit être le même ajustement qui doit être fait sur l'échantillon de test. Et le rognage, qui est en fait le cropping en anglais, c'est une pratique aussi autorisée quand vous voulez focaliser sur une cellule particulière dans votre champ de vision. Il y a des pratiques interdites. Modifier seulement une partie de l'image, ça c'est interdit, notamment modifier la luminosité, le contraste spécifiquement sur certaines cellules. Euh, Comparer des cellules avec des niveaux d'affichage différents. Si on change la luminosité sur le contrôle, ça doit être le même changement de luminosité sur le test. Et le rognage est interdit. Alors là, vous allez me dire, mais alors le rognage, c'est autorisé et interdit. Et en fait, ça dépend, effectivement. Il y a deux conditions à toutes ces autorisations. C'est que toute modification doit être rapportée et surtout que la modification ne doit pas altérer l'interprétation initiale. Si, par exemple, ça se voit souvent pour les Western blot, ah, j'ai une bande, il y a une bulle dessus, je vais enlever la bulle
copier une autre bande et la mettre à la place, de toute façon, ça change pas l'interprétation. Là, on modifie une partie de l'image et c'est pas accepté. Euh, donc, euh, donc voilà pour les modifications. On doit rapporter toute modification. On ne peut pas modifier une partie d'une image et on ne doit pas altérer l'interprétation initiale. Des ressources pour l'éthique. En fait, la majorité de ce qui a été fait en éthique pour la microscopie vient de Douglas Cromie de l'Université d'Arizona, qui a publié plusieurs articles, qui a aussi des tools, des outils en ligne pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis il y a aussi des outils pour vérifier en fait la qualité des données. Et ici, c'est un exemple de cellules qui ont été croppées, ou soit ajoutées, soit supprimées. Et en fait, en ajustant le contraste et la luminosité jusqu'à saturation, on peut très bien voir les zones qui ont été modifiées. Soit il y a eu un nettoyage des cellules, soit en tout cas, elles ont été altérées de façon non homogène. Et ça, c'est une pratique interdite. Une petite parenthèse sur Elizabeth Bick, qui est une microbiologiste qui s'est amusée en fait à chercher dans les publications scientifiques les endroits où il y avait des images clonées. Et en fait, elle s'est amusée à ça pendant une fin de semaine, et puis elle s'est aperçue qu'il y avait énormément d'articles où il y avait des images qui étaient dupliquées, ou dupliquées et avec un degré de rotation ou de modification. Et donc, elle a publié ça dans un blog où elle dénonce en fait tous les articles scientifiques qui ont des manipulations frauduleuses d'images. Euh, à ce sujet, il y a maintenant deux compagnies qui s'appellent Image Twin et Proofy qui utilisent en fait l'intelligence artificielle pour aller chercher justement les duplicats et les modifications de données dans les images. Donc, si vous êtes amené de façon volontaire ou de façon fortuite à modifier des images de microscopie, il est très probable que maintenant vous fassiez prendre. Donc, c'est pas un jeu à essayer de façon volontaire ou involontaire d'ailleurs. Ensuite, j'aimerais parler de comment composer une figure avec des images de microscopie. Et il y a en fait deux grosses étapes. La première étape, c'est la préparation des images, et la deuxième étape, c'est la mise en page des images. Euh, pour la préparation des images, la partie la plus délicate, c'est vraiment le pré-traitement. Et il faut utiliser le bon logiciel comme Imager ou Fiji qui sont adaptés au traitement d'images scientifiques. Photoshop est très très bon dans les retouches d'images et c'est un danger en fait pour tout ce qui est images scientifiques. Il y a trop d'outils qui sont très puissants dans Photoshop pour modifier les images de façon illégale. Donc, ne pas utiliser les mauvais logiciels. La première étape, c'est de sélectionner une bonne image, une image qui est représentative des données. Si vous faites de la quantification, prenez une image qui est proche de la moyenne. Si vous avez travaillé correctement, vous avez une sorte de traçabilité entre les images et les données, et donc vous êtes capable de retrouver l'image qui représente la moyenne dans votre set de données. La deuxième chose, c'est de calibrer l'affichage des intensités. Je vous ai montré comment ajuster la luminosité et le contraste. Vous pouvez aussi afficher la barre de calibration directement sur l'image. Choisir les bonnes couleurs, le niveau de gris pour une image qui serait en une seule couleur, et des pseudo-couleurs comme le magenta et le cyan, ou du RGB si vous avez plus que deux couleurs. Et enfin, une fois que vous avez ajusté l'image, il faut créer une copie RGB de l'image et la sauvegarder en TIFF. Je vais vous expliquer en deux mots ce que c'est. Euh, donc, on va faire une petite démonstration avec des données que j'ai sauvegardées qui s'appellent Selected Cells. C'est des vraies données de recherche. On va utiliser un petit script pour appliquer le Lookup Table Fire. On va ajuster la luminosité et le contraste de l'ensemble des images pour les remettre à zéro. Puis après, on va faire un ajustement auto qui donne 0,35 de saturation. Et en fait, on va appliquer ça à toutes les images. Donc ici, j'ai des images qui s'appellent Selected Image. C'est des images que j'ai sélectionnées. Vous voyez qu'elles sont en 16 bits, donc je peux pas les visualiser. Si je les ouvre avec Imager, je vais pouvoir les visualiser parce que ça prend en compte le contraste.
mais l'intensité lumineuse n'est pas la même entre tous les puits. Si je regarde ce puits-là et ce puits-là, ça c'est pas tout à fait la même intensité. Les valeurs d'intensité sont différentes. Ici, j'ai une intensité de 195. Ici, j'ai une intensité de 150. Donc, pardon, de 4200. Ici, j'ai une intensité de 1000. Donc, les paramètres d'affichage sont pas tout à fait les mêmes. Donc, j'aimerais appliquer les mêmes paramètres d'affichage et aussi un lookup table Fire à l'ensemble des images. Et pour ça, je vous le donne en mille. J'ai écrit un petit script qui va le faire euh, sur toutes les images. Donc, normalement, si je run ce script, ah ben, il m'a fermé les images. On va laisser il les a sauvegardées de toute façon, mais on va les, donc ce script fait ce travail-là. Alors, je vais peut-être pas tout ouvrir aux quatre images. Ah, c'est pas les bonnes images. Voilà. Donc je fais un run et puis après je vais afficher toutes les images. Tile. Et donc il a pris toutes les images, il a appliqué un LUT Fire, il les a sauvegardées, puis il a ajouté cette calibration, cette barre de calibration des intensités pour qu'on puisse savoir si cette image-là est plus sombre que cette image-là. Donc, pour pouvoir apprécier l'image et savoir quels sont les niveaux d'intensité, cette barre de calibration qu'on trouve dans Analyze Tools Calibration Bar, c'est vraiment l'outil idéal pour sauvegarder ces données. Donc, cette image-là, je vais peut-être les fermer, je vais en garder juste deux. Oui, c'est une bonne question. Donc, il y a l'image originale qui est ici. C'est une image 16 bits en pseudo-couleur avec le lookup table Fire. Et puis ici, il y a la version RGB. Vous voyez ici, c'est écrit RGB, qui est en fait, au lieu d'être une image en niveau de gris avec des pseudo-couleurs, qui a été transformée vraiment en image colorée. Et cette image colorée, je vais pouvoir l'intégrer dans un logiciel de présentation des images. Donc, on va la sauvegarder, cette image, sur mon bureau, par exemple. Voilà. Donc, je garde toujours l'image initiale qui est en 16 bits et je sauvegarde l'image avec un- en mode RGB. Bien sûr, si c'est une image en noir et blanc, il n'est pas nécessaire de la convertir en mode RGB. Donc ça, c'était une petite macro pour afficher les mêmes paramètres d'affichage ou afficher un lookup table identique à, à toutes les images. Ici, un autre exemple où je vais ajuster manuellement sur une seule image, l'image qui s'appelle Cell 63X, et je vais vous montrer comment le processer sans utiliser de script. L'image a été sauvegardée par un microscope de la marque Zeiss, et donc elle est dans ce format qui s'appelle CZI. Ça m'oblige à l'ouvrir avec Fiji, parce que l'imager de façon native n'ouvre pas les autres fichiers que le TIFF ou ou les GIFs. Donc je prends l'image, je vais la glisser ici. Donc, c'est une image en 16 bits qui a deux canaux, un canot bleu et un canot vert. Je vais changer ces couleurs-là, qui sont des pseudo-couleurs. Donc, je vais prendre, par exemple, le lookup table Fire pour le vert. Et pour le deuxième, je vais prendre le lookup table Cyan. Et maintenant, je vais essayer d'afficher les deux couleurs en même temps. Et pour ça, je vais aller dans Color, Channel Tools, et je vais dire, je voudrais voir le composite de l'image. Donc là, on a le composite. Vous voyez que le cyan, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais essayer de changer ça. Je vais peut-être prendre un lookup table différent, comme le magenta. Non. Alors, on va prendre en jaune. Voilà.
Donc, je vois mon noyau, puis je vois mes granules de stress sur le côté. Cette image est toujours, en fait, un composite de deux images en niveau de gris, 16 bits. Et les logiciels qui font les figures ne prennent pas en charge le 16 bits. Donc, on va pouvoir ajuster le contraste et après, il faudra la transformer en 8 bits. Donc, on peut changer la luminosité et le contraste. Moi, une chose que j'aime bien faire quand j'ajuste la luminosité, c'est je sature un petit peu les endroits les plus brillants. Puis après, je vais jouer avec le brightness et je vais le déplacer sur la droite, de sorte à que le fond, non, qui était noir précédemment, maintenant apparaisse avec une petite valeur de une valeur en fait négative. Donc, je vais artificiellement montrer aux personnes qui vont lire ma figure que derrière, il n'y a absolument rien. Si vous coupez ça en augmentant la brightness, on ne sait pas s'il y avait des cellules derrière ou pas. Elles sont invisibles. Donc, moi, c'est une façon que j'utilise pour montrer un peu le fond de l'image en mettant un petit peu de background. Pareil pour le jaune, qui n'est pas des valeurs complètement à zéro. D'habitude, sur une image de microscopie, la caméra devrait faire ça de façon automatique. Elle devrait faire une valeur qui est supérieure à zéro. Là, cette caméra ne le faisait pas, donc on a, on a cette différence-là. Je vais changer un peu mon maximum et je vais augmenter. Voilà. Donc là, on a une bonne image qui est bien ajustée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la sauvegarder. Donc, je vais la sauvegarder tout d'abord en TIFF. Mais si je l'intègre dans une image, ce sera pas une image en couleur. Ça sera une image qui sera pas euh, colorée parce qu'elle est en niveau de gris avec des pseudo-couleurs. Si je veux la transformer maintenant en vraie image couleur, je vais la transformer dans Type et je vais la convertir en RGB Color. Et donc maintenant, j'ai une image qui s'appelle image RGB que je vais pouvoir sauvegarder aussi en TIFF, mais qui possède les couleurs à l'intérieur. Et maintenant, la grande différence, c'est que si ici je sépare mes canaux, je vais vraiment avoir mes canaux originaux. Si maintenant je sépare mes canaux ici, je vais pas avoir mes couleurs originales. Vous voyez, les couleurs ont été séparées en trois, en R, G et B. Et en fait, ça a créé des couleurs qui n'existaient pas avant, comme celle-là, et le bleu. Donc voilà, j'ai sauvegardé mon image en mode RGB. Euh, donc je suis content. La prochaine étape, c'est de rouvrir cette image, ou plutôt de garder l'image originale. Et j'aimerais afficher les canaux indépendamment. Pour ça, je vais faire Image Color, Split Channel. Puis j'ai mes deux channels ici, qui sont toujours en 16 bits. C'est toujours des images noir et blanc. Si je veux qu'elles soient conservées en tant que couleur, il va falloir les convertir en, en RGB. Donc je vais les sauvegarder, Channel 1 et Channel 2. Je vais les convertir je peux les convertir en niveau de gris, si je veux vraiment montrer ce que c'était en niveau de gris, ou je peux retourner en arrière, lookup table yellow, ou je peux les convertir type RGB color et garder toujours le fichier original. Donc je vais la sauver as a TIFF et je vais l'appeler RGB. Voilà. Voilà comment modifier des images et comment créer une image RGB pour être intégrée dans un logiciel qui fabrique des figures. Et ce logiciel-là, moi j'utilise Illustrator, mais il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles. Donc on a vu la préparation des images. Maintenant, on va voir un peu la mise en page euh, d'une figure. Alors, une question de Kevin. Si j'arrive à voir les questions du chat. Bah, je vais le trouver. Je vais le trouver. Hop. Question trop longue, Kevin. Pourquoi faut-il avoir la même échelle de visualisation, paramètres d'affichage pour les deux canaux différents?
Ces deux canaux peuvent très bien avoir été pris indépendamment avec des lumières d'intensité différentes, des filtres différents. Euh, alors oui, pour une image qui a plusieurs canaux, on n'est pas obligé d'avoir la même valeur pour chaque canal. Par contre, pour deux images, et si on regarde le même canal dans chaque image, alors il faut avoir des paramètres d'affichage qui sont identiques. Ou sinon, les valeurs vont être enfin, la valeur perçue va être biaisée. Et j'avais une image dans la présentation précédente qui montrait en fait que si on jouait avec la luminosité et le contraste de façon différente, on pouvait faire voir des choses qui étaient différentes. Euh, donc voilà. Si tu donnes mais en fait, je pense que pour la session, bah, Comment traiter le background des images pour avoir de bons résultats dans les coefficients? Moi, ma façon de faire, c'est de traiter le background comme un vrai signal, donc de le conserver. Le background, c'est une valeur qui devrait être constante à travers les échantillons. Et donc, c'est une bonne façon en fait de mesurer si le travail a été fait correctement. Donc, dire que je conseille de ne pas faire de background subtraction avant de faire, enfin, quand tu fais des analyses de- quand je fais de la colocalisation, j'utilise les valeurs brutes de données. Donc, j'enlève pas le background derrière. Peut-être qu'il y a des meilleures applications et j'ai mis des articles scientifiques qui parlent de colocalisation, qui peut-être abordent ce sujet si on les lit un peu plus en détail que ce que moi j'ai bien voulu lire. Donc, prochaine partie, faire des figures. Donc, c'est très important parce que vous allez être jugé la plupart du temps, vous allez être jugé sur la façon de faire vos figures et la majorité des gens lisent les figures plus que le texte de l'article. Donc, les reviewers sont très sensibles à la qualité des figures et c'est un avantage majeur sur certains articles scientifiques. Qu'est-ce qu'une bonne figure? Une bonne figure, c'est une figure, un résultat, une phrase. Si on arrive rapidement à lire la figure, qu'elle est agréable et attrayante, et qu'on arrive à conclure avec le titre ou le sous-titre de la figure, euh, quel est le point que vous voulez marquer dans cette figure-là, c'est gagné. Donc, des choses à faire, c'est aussi suivre le sens de lecture usuel. On lit la plupart des langues de gauche à droite et de haut vers le bas. Donc, continuer ce sens de lecture. Si la figure est compréhensible sans avoir à lire l'ensemble de la légende, c'est vraiment une bonne chose. Utiliser des couleurs. Il n'y a plus de limitation à l'utilisation des couleurs, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent toujours des graphes comme des graphes en histogramme en noir et blanc. Il n'y a plus de raison de faire ça. Avant, c'est parce qu'on imprimait les publications scientifiques, maintenant on les imprime plus. Avoir une figure complète, mais pas trop chargée. Utiliser des polices qui sont des polices sans sérif. Le sérif, c'est la petite barre du T ici qui est visible, le petit pied du T. C'est pas des polices qui sont utilisées pour des articles scientifiques. Utilisez plutôt Arial ou Calibri, qui sont des polices très adaptées. Ne pas utiliser Comic Sans, qui est absolument pas du tout adapté à des publications scientifiques. On doit pouvoir lire les caractères quand la figure est affichée à 100%. Et puis là, moi, je recommande toujours d'avoir une figure qui est équilibrée et puis avoir un schéma de résumé. Ça permet de comprendre en une seule chose ce qu'il faut comprendre sur l'image. Pour mettre en page une figure, il faut utiliser un logiciel qui est un logiciel vectoriel. Alors, qu'est-ce que c'est un logiciel vectoriel? C'est un logiciel qui va dessiner de façon non destructive sur les images des vecteurs, des fonctions mathématiques, si vous voulez, et qui permettra d'ajouter, par exemple, des flèches ou du texte de façon non destructive et de façon d'avoir une qualité optimale. Je vais vous montrer ce que c'est un logiciel vectoriel par la suite. Créer une figure en mode RGB, et ça, même si le journal demande un mode CMYK, le mode RGB, c'est ce qu'on affiche sur l'écran, rouge, vert, bleu.
Et le mode CMYK, c'est qu'on utilise pour imprimer. Donc, c'est réservé aux gens qui impriment en recherche scientifique. 99% maintenant est non imprimé. Donc, même si le journal demande du CMYK, envoyez du RGB. Euh, Utiliser une image qui fait une pleine page parce que les articles scientifiques sont historiquement basés sur des pages du format lettres aux États-Unis. Donc, utiliser une pleine page lettres comme format de base avec une résolution de 300 ppi. Euh, Puis après, définir votre figure de façon à ce qu'elle fasse soit la largeur complète, soit une demi-largeur, soit un tiers de la largeur et qu'elle puisse s'intégrer dans le texte assez facilement. On insère les images dans le fichier vectoriel. On peut les redimensionner, les agencer, mais tout les pré-traitement a été fait en amont. Et ensuite, on ajoute les éléments vectoriels par-dessus. Et donc, au lieu de, de faire ça, je préfère vous montrer de faire une démonstration. Je vais ouvrir cette figure-là. Donc, le logiciel Illustrator ou un autre logiciel open source qui est vectoriel va vous permettre de faire le même travail. Euh, donc, on ouvre une figure. Voilà. Une figure, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'ici, je me suis donné la peine de faire plusieurs pages. Donc, on peut ajouter une page en ajoutant un artboard, un artboard 6 par exemple. On peut zoomer sur la région d'intérêt, puis après, on va insérer les images. Donc, je vais retourner sur l'image de tout à l'heure, celle qui s'appelait 63X quelque chose. Et ce que je veux faire, moi, c'est intégrer l'image RGB, pardon, l'image RGB. Je vais juste la prendre et la glisser dedans. Et vous voyez que l'image apparaît très, très grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer Embed. Ça veut dire que l'image va rester sauvegardée dans le fichier vectoriel. Et après, je vais l'ajuster sa taille. Donc voilà ma première image. J'aimerais séparer les channels. Et ça, je l'ai déjà fait. Donc j'ai séparé le channel 2. Je l'ai sauvegardé en RGB. Donc je vais faire la même procédure. Embed. Je vais peut-être prendre une taille de 111. Voilà. Je vais mettre celle-là à la même taille. Donc je vais taper ici 111 pixels par pixel. Je vais les mettre côte à côte. Et puis je vais prendre channel 1 qui n'est pas en RGB. Et donc il va apparaître en niveau de gris, même si j'avais mis un lookup table dessus. Et là, j'ai un this document has a greater bit depth than 8 bits. Donc ça me dit que l'image est encore en 16 bits. Donc je vais la convertir en 8 bits avant. Donc vraiment, le 16 bits, c'est pour les images scientifiques. Image, je vais la convertir en RGB color. D'ailleurs. Je vais la sauvegarder. Donc maintenant, si je la rentre ici, elle apparaîtra en couleur, embed 111. Donc j'ai mes trois images. Ce que je veux faire maintenant, c'est peut-être ajouter une lettre. Donc je vais prendre mon outil lettre. Je vais taper peut-être A. Je vais mettre ce A en blanc. Et puis je vais le mettre sur mon image. Ensuite, je vais peut-être faire une flèche. Je vais prendre mon outil flèche, hum, comme ça, et je vais dessiner une flèche. Je vais la mettre en blanc. Et je vais lui rajouter une flèche au bout. Vous voyez que la flèche est bien trop grosse, donc je vais diminuer sa taille. Ensuite, j'aimerais bien que cette flèche que j'ai mis sur, par exemple ici, j'aimerais bien que cette flèche apparaisse aussi aux mêmes endroits
de, de mon image. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de prendre cette image, la mettre exactement au même endroit, et puis de grouper la flèche avec l'image. Et donc là, j'aurai une flèche exactement au même endroit. Bon, j'ai perdu ma flèche initiale, parce que je l'ai pas copiée. Je vais la copier. Voilà. Donc là, je vais grouper ça ensemble, et je vais déplacer mon image. Et donc là, j'ai ma flèche exactement au même endroit. Une autre chose intéressante, c'est des fois, on aime bien définir des zones sur une image. Si on prend cet outil-là, le Pen Tool, on va pouvoir dessiner des vecteurs qui vont faire le tour d'une cellule. On va le mettre en blanc aussi. Et puis on va le mettre en pointillé. On va lui mettre des bords plats. Donc voilà, on a dessiné le milieu d'une cellule. Une chose que j'aime bien utiliser, c'est l'outil qui s'appelle Object Path Simplify et qui lui va nous permettre de simplifier un peu de rendre l'objet un peu plus professionnel. Donc, il va modifier le nombre de pixels, le nombre de points d'ancrage pour avoir un look un peu plus lisse. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire. Même principe, si je veux le déplacer, le mettre exactement au même endroit, j'ai juste à le dupliquer en place, pardon, mettre mon image ici, et prendre l'ensemble et le déplacer. La chose, en fait, les vecteurs, ce qui est important, c'est que, vous voyez, si je zoome sur l'image, je vais voir les pixels. C'est parce que l'image est une image qui est basée sur les pixels. Quand on travaille avec des vecteurs, on a beau augmenter le zoom, le vecteur sera toujours net parce que c'est une fonction mathématique. C'est ce qui est derrière, qui dit afficher tel cercle à tel endroit avec telle épaisseur de ligne. Et donc, c'est ça qui est agréable de travailler avec des logiciels vectorisés, c'est qu'on aura toujours une qualité idéale, on n'aura pas de pixelisation de nos lettres et tout ce qui est rajouté par-dessus. Une autre chose que j'aime bien, c'est la distribution. Si vous avez vos trois images comme ça et vous voulez les aligner, vous pouvez les aligner, les distribuer horizontalement pour qu'elles soient bien alignées. Voilà pour un exemple d'image. Une fois que vous avez sauvegardé votre image dans le logiciel vectorisé au format propriétaire, vous pouvez ensuite l'exporter. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'exporter as a PDF et l'envoyer à mon boss. Donc, je vais prendre un PDF comme ça. Et puis, je vais lui dire, on va compresser les images. Faut pas que ce soit trop gros. Donc, on va compresser toutes les images comme ça. On va sauvegarder un PDF. Donc, maintenant, je devrais avoir une figure. C'est au format PDF avec beaucoup d'images dedans. Il fait quand même 230 mégas, mais où tout ce qui est vectorisé est encodé, euh, donc là, avec la qualité maximale. Donc, si je zoome sur mon texte, il n'y a pas de pixelisation là-dessus. Donc, ça donne des figures de qualité. Voilà pour la démonstration. On va recontinuer sur la présentation. J'aimerais juste prendre quelques exemples de figures qui sont euh, bonnes. Donc, cet article scientifique publié en 2012 qui étudiait des neurones de la moelle épinière. Et, donc, des belles images, un peu saturées, on voit pas trop le background. Vous voyez que le logiciel qui a été utilisé est pas un logiciel vectorisé, donc on a une perte de qualité au niveau du texte. Mais les lignes sont bien dessinées. L'image est claire, on voit les zones d'intérêt comme la zone 9 euh, ici, qui est l'endroit où les motoneurones de la moelle épinière résident. Puis on voit qu'il y a
une magnification sur cette zone d'intérêt ici. Et, on voit les cellules avec le marquage rouge et vert. Euh, Pardon? Sauf que c'est bougé. Ouais, ça date de 2012, donc les standards n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc ici, on a un agrandissement de cette région-là, dans la région E ou la région C, et on voit le détail en fait du marquage rouge, qui est sans doute du marquage cholinergique. Ici, encore une très belle image. On voit que le bleu est un peu saturé. C'est un peu la luminosité et le contraste sont pas tout à fait idéales, mais on voit très bien la structure tridimensionnelle de ce neurone-là. La gamme dynamique est un peu limitée ici, et donc on sature sur plusieurs endroits. Mais les images sont quand même bonnes. Il y a une barre d'échelle et on voit très rapidement qui est quoi. Donc on voit le biotine en vert, euh, le SK3 en rouge. Donc ça, c'est assez bien fait. Ici, un exemple de mauvaise figure. Donc une figure qui a été montée avec beaucoup d'images, qui se lit A, B, C, et après qui passe à J, mais en fait le D est en dessous. Mais la distance entre les images ne permet pas de, de comprendre en fait qu'on doit lire A, B, C, et qu'il y a, en fait, il y a trois colonnes. Il y a des schémas qui répondent un peu, mais les couleurs sont pas très agréables à lire. C'est un peu saturé. Ça fait un peu cartoon d'enfant, en fait. L'espacement est incorrect. Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a trop de contraste dans les images. Les insets sont à l'intérieur des images, ce qui est pas forcément très bien. Euh, et le choix de couleurs est questionnable. Un autre exemple du même article où là, il y a une figure très lourde avec beaucoup de graphes, pas de couleurs, trop d'informations. On perd en fait l'information parce il y a trop de graphes. Et la taille des caractères est pas forcément très bonne. On arrive à peine à discerner les étoiles ou les textes sont un peu trop longs. Ici encore une image avec un rognage important où le thresholding est mauvais, où on sature un peu trop les cellules, où là, carrément, il y a une inset qui va cacher la majorité de l'image. Donc, on est sur des publications de qualité moyenne. Une autre publication où ça s'améliore, une figure qui est plutôt bien équilibrée, mais par contre, les flèches sont trop petites. On voit que ça a été utilisé avec un logiciel vectorisé pour la majorité des images, mais pas pour toutes. Par exemple, les flèches sont pas vectorisées. Donc, on arrive à comprendre rapidement ce qu'on veut, mais il n'y a pas de quantification, pas de traçabilité, manque d'informations. Il n'y a pas d'informations dans les matériels et méthodes. Donc, un article de qualité médiocre. Ici, un exemple de schéma. Comme je vous les ai dit, les schémas, ça prend un peu de temps à faire, mais c'est très puissant pour faire comprendre aux gens rapidement ce que vous voulez dire dans votre image. Donc, vous avez plusieurs images de microscopie, vous allez les résumer avec un petit schéma. Donc, utiliser des couleurs qui sont pâles, bien organiser l'information, utiliser des dégradés, ce sont des choses qui donnent des avantages à vos figures. Ça, c'est une figure assez complexe qui résume un article qui est encore plus complexe, mais si on prend le temps de la lire, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça, comment c'est résumé. Le papier, l'article original qui essaye d'être résumé ici ressemble à peu près à ça, donc on a des choses un peu compliquées, mais, euh, mais c'est résumé assez simplement par une belle figure. Donc une figure toujours en introduction qui résume un peu l'article, c'est vraiment un atout majeur et ça vaut le coup de passer un peu de temps là-dessus. Puis ça, c'est un bon exemple de schéma qui résume un peu une situation où il y a un bon choix de couleurs et des bons dégradés. Les informations sont simples, c'est complet, mais c'est quand même aéré. Donc on arrive bien. Et puis tout est vectorisé, donc la qualité est vraiment bonne. Demande quelle application on utilise pour faire ce type de schéma. J'ai eu une slide un peu plus tôt qui parle des applications qui sont nécessaires. Alors, gratuit, il y a GIMP, Inkscape, OpenOffice Draw qui sont capables de faire la mise en page vectorielle. Payant, il y a Adobe et Illustrator, Affinity Designer et CorelDRAW qui sont des alternatives payantes. Pour ma part, j'utilise la version Illustrator qui est très bien et qui vous pouvez l'acheter au mois et l'utiliser juste pour le moment où vous faites vos figures. Euh, donc voilà.
Il y a aussi Emmanuel qui demande si PowerPoint est une bonne option pour faire ces figures de papier, pour organiser ces figures. Personnellement, Euh, je l'utilise. Enfin, on sait bien l'utiliser. oui et Des fois, non. Il n'y a pas autant d'options que ce qu'on peut non. trouver dans Illustrator. Euh, et, euh, et en fait, Illustrator peut aussi se scripter pour faire des actions automatiques. Donc, si vous voulez faire des figures scientifiques, je vous recommande de ne pas utiliser PowerPoint, mais d'utiliser Illustrator ou un autre logiciel vectoriel de ce type. Mais c'est vrai que PowerPoint fonctionne un peu avec des outils vectoriels. C'est juste que la qualité, ce sera pas la même. Euh, Ici, vous avez plusieurs choix de, de flèches, par exemple. Vous pouvez diminuer la taille de la flèche et vraiment tout est compatible. Et puis, c'est compatible en format PDF aussi. Donc, voilà. Ici, j'avais mis en page vraiment pour un article scientifique plusieurs images. Donc, c'est un peu la préfigure, c'est la figure avant de faire la figure concrète pour la présenter au laboratoire. Ici, j'avais rajouté les scales d'intensité entre 152 et 5740. Vous voyez que les scales d'intensité sont différentes pour chaque image. Donc, ça nous permet d'avoir une idée de quelles sont les images les plus fortes et celles qui sont les plus faibles. Ce qu'on faisait dans cet article, on comparait l'intensité lumineuse et aussi la localisation de. Donc ici, on a une localisation nucléaire, ici, on a une localisation cytoplasmique exclusive, ici, on a un peu des deux, ici, on a un peu des deux aussi. Donc, on regardait ça, on essayait de classifier les différentes cellules en fonction du type de marquage qu'on avait. Voilà pour aujourd'hui.